Bonsoir et bienvenue dans Mimi, le magazine de l'insolite et des mondes invisibles. Ce soir, c'est le 13e numéro de la 6e saison et j'ai le plaisir d'être accompagné par Natacha. Bonjour Natacha. Natacha et le Père Noël est avec nous. Toi, tu as rasé ta barbe. Moi, j'ai ramené celui-là. Je t'ai envoyé mes poils, c'est ça? Bah, figure-toi que tu es là. Là, Ah! Mais oui, regarde. c'est qui donc? J'ai Miasme TV avec Antoine et Natacha Enco TV. C'est un petit cadeau que tu m'as fait. Donc, je t'en remercie. Et regardez, les amis, hein, je suis bien accompagnée, Léa, et puis Antoine et moi-même. Mmh. Je nous trouve trop beaux. Ouais, ouais, puis alors ce qui est mignon, tu as un petit chat, et puis moi j'ai un petit chien à côté là. C'est vraiment très, très, très mignon et c'est le numéro 13. Ah Eh oui. ah! C'est pour ça que c'est un numéro un peu spécial parce qu'aujourd'hui tu vas nous parler d'un sujet spécial. Et oui, les amis, c'est un peu le sujet arlésienne qui enfin arrive, donc ce n'est plus une arlésienne, hein. Ça fait plus de 2 mois, voire 3 mois que je vous en parle de ce sujet-là, que je voulais aborder sous une forme un petit peu particulière, hein, une forme d'iceberg. Je vais vous expliquer dans quelques minutes en quoi cela consiste, pour ceux qui ne connaîtraient pas encore. Et il s'agit donc ce qu'on appelle le Moon Hoax, hein, le fameux canular de 1969, à savoir, est-ce que les hommes ont réellement mis les pieds sur la Lune en 1969, en tout cas les Américains? Eh bien, c'est ce qu'on va essayer de déterminer ce soir. Vous allez voir, on va aborder plein d'arguments, voire contre-arguments, en fonction de là où on se positionnera dans ce fameux iceberg, pour pouvoir, essayer de voir un peu tous les sujets, qui ont été, évoqués sur ce thème-là. Hem Et je vous renvoie d'ailleurs d'ores et déjà à au film documentaire qui dure 3h30, qui s'appelle American Moon, qui est juste une petite merveille, où vous aurez en plus, beaucoup plus de détails, cinématographiques, en tout cas voilà, vous verrez tous les arguments seront beaucoup plus étayés dans ce documentaire-là. Mais c'est vrai que comme ça fait très longtemps finalement qu'il y a pas eu de vidéos sur le sujet. Voilà, ça j'ai eu envie d'en faire une, parce que je me posais en plus plein de questions suite à l'émission que j'ai faite la semaine dernière, Natacha, tu t'en souviens, sur justement cette aventure, lunaire que l'on est en train de vivre là jusqu'en 2030. On a l'impression de nous retrouver 60 ans en arrière, à peu près dans la même, situation, avec, une course qui cette fois-ci n'est plus contre les soviétiques, mais contre les Chinois. Et c'est vrai que voilà, ça tombe très bien, comme ça la semaine dernière, finalement, cette émission de la semaine dernière, c'est une introduction à ce Moonhawks que je veux aborder aujourd'hui. Donc je vais vous expliquer en quoi consiste cette notion d'iceberg. Avant que tu présentes, ton sujet vraiment très intéressant dans lequel tu m'as embarqué d'ailleurs, moi je vous présente un livre. C'est «Je sors de mon corps et alors?» C'est le cas Nicolas Fraisse. Pourquoi je vous le présente? Eh ben, tout simplement parce que je ferai, pas aujourd'hui, mais bientôt, une émission sur, les sorties de corps, les expériences de mort imminente et alors ça, c'est une BD, hein, donc c'est un roman graphique, BD, qui est illustré par, Benoît Flamech et c'est sur le cas de ce très connu désormais Nicolas Fraisse qui sort de son corps à volonté, quasiment et figure-toi qu'il parle d'OVNI. Je vous en dis pas plus. Et peut-être qu'il a été sur la Lune aussi?
Il y en a hein, qui font des sorties de corps et qui vont directement sur la Lune. Tu lui Mmh. poseras la question? Bah, je vais essayer, je vais lui demander s'il accepte une interview et à Sylvie Détiolaz et puis, Claude-Charles Fourier, c'est comme ça qu'il s'appelle, qui sont les 2. En fait, ce sont les 2 scientifiques qui ont vraiment beaucoup étudié les sorties de corps, donc je vous en parlerai une autre fois. Très bien. Allez, on bascule maintenant dans l'iceberg. Natacha, j'espère que tu es chaudement habillée parce on va aller dans des températures très très froides. Donc voilà en quoi consiste un iceberg. Donc un iceberg, c'est relativement simple. Tu le vois là, il y a un certain nombre de strates. On va voir des premiers arguments, on va dire de surface, ceux qui sont les plus communément acceptés par rapport au sujet que l'on va aborder. Ensuite, nous irons sous la surface. Alors j'ai repris un terme de plongeur, hein, ça s'appelle la zone épilagique. Voilà, c'est un mot que je ne connaissais pas et je trouvais ça plutôt sympathique. C'est-à-dire c'est une zone où la lumière traverse, mais commence à un petit peu disparaître. Donc on verra si les sujets que l'on va aborder sous cette surface vont commencer à entrer dans ce que certains pourraient appeler la théorie du complot. Et on ne va pas s'arrêter là. On ira ensuite dans la Twilight Zone, donc là, l'ombre, la zone vraiment crépusculaire, où la lumière n'atteint presque plus, les 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 sujets, les thèmes qui seront abordés dans cette zone. Ensuite, les profondeurs obscures, on descend de plus en plus vers des sujets de plus en plus controversés, les abysses et pour finir, la grande fosse. Voilà, c'est les peut-être le sujet, finalement, on va le voir, bah, avec toi Natacha d'ailleurs, qui sera le moins susceptible d'être cru par la plus grande partie de la population et qui finalement est peut-être le plus important de tous les sujets. On verra ça donc dans plusieurs dizaines de minutes, parce que cette émission va être assez longue, les amis. Allez, on retourne à la surface. Alors, premier sujet de la surface, Natacha, si c'était un canular, pourquoi est-ce que les soviétiques n'ont pas dénoncé la supercherie depuis? C'est vrai que c'est un des arguments, finalement qui revient le plus souvent. Eh bien oui, bah, si les Américains n'y ont pas été, vu qu'ils faisaient la course avec les Russes, pourquoi est-ce que les Russes, finalement, n'ont pas tout simplement, dénoncé les Américains en disant: «Oh, c'est du bullshit tout ça». Bon, alors, il y a plusieurs raisons, en tout cas, il y aurait plusieurs raisons qui expliqueraient, toujours dans l'hypothèse où, c'est un canular, qui expliqueraient pourquoi les Russes, n'ont pas bougé d'un cheveu. Déjà, le 24 mai, 1972, tu as le président Nixon, président américain Nixon et Brejnev, le président, soviétique, qui signent un accord qui est très important à l'époque, hein, qui est un accord de coopération spatiale et qui marque le début de la détente américano-russe. Parce que à cette époque-là, on était en pleine, guerre froide et cet accord-là, c'était une façon de dire: «Bon, sur terre, on continue à se regarder de travers, mais dans l'espace, on va commencer à faire des efforts». Donc forcément, si d'un côté, Brejnev, signait cet accord pour juste après dire: «Ouais, mais les Américains, ils n'ont pas été sur la Lune», autant dire que, voilà, ça aurait servi à rien, donc c'était pas dans leur propre intérêt. Deuxième point, en fait, pourquoi est-ce que les Russes qui ont finalement n'ont pas réussi à aller sur la Lune avant les Américains? Beh, tout simplement, ils ont eu eux aussi des problèmes en définitive. Peut-être les mêmes problèmes que les Américains, peut-être moins de problèmes que les Américains, mais ça on ne le saura pas, en tout cas pas aujourd'hui. Et donc, le fait de dénoncer les Américains, eh bien les Américains auraient fait, de même, ils auraient à nouveau, rétorqué aux Russes: «Et vous,
pourquoi vous n'y avez pas été du coup si nous on a fait semblant d'y aller? Bah, ça aurait révélé le propre retard technologique de l'URSS et c'était pas dans les intérêts là non plus des soviétiques de mettre en lumière leurs propres échecs. Parce qu'ils en ont eu, hein. Il y a eu les échecs des fusées N1 à l'époque, et même si à l'époque on n'en parlait pas beaucoup. Donc ils étaient déjà en difficulté et voilà, c'était pas dans leur intérêt de pouvoir se prendre un effet boomerang par les Américains. Et puis les Russes aussi voulaient et veulent conserver l'image de supériorité scientifique qu'ils avaient, parce que finalement, ils étaient pionniers dans la conquête spatiale. Spoutnik, Gagarine, Luna 2, hein, Gagarine, le premier homme à avoir été dans l'espace. Donc, reconnaître publiquement qu'elle n'avait pas les moyens de vérifier ou de contester le fait qu'Apollo 11 eh bien, était sur la Lune aurait été aussi de leur côté un aveu de faiblesse, aurait fait une espèce d'effet miroir qui n'aurait pas été des plus, des plus, comment dire, comment tu pourrais dire, Natacha? Bien vu. Des, Bien vu. des plus bienvenus, ouais, c'est bien. Voilà. Alors après, là, comme on le voit sur l'image, hein, une poignée de main dans l'espace pour enterrer les doutes. Ils avaient prévu une mission Apollo-Soyouz qui devait se rejoindre dans l'espace et qui était présentée comme un symbole de réconciliation. Donc là aussi, on ne peut pas se réconcilier d'un côté et puis se tirer que se mettre des coups dans le dos de l'autre côté. Mhm. J'ajouterais, quelque chose, Antoine, si tu Oui. permets. Une critique venant de la part, des plus proches, concurrents, voire ennemis, serait pas non plus forcément, comment dire? Acceptée comme une vérité. C'est-à-dire qu'on va dire: «Bah oui, mais en fait, ils sont jaloux, ils mentent, c'est parce qu'eux, ils n'y sont pas arrivés» et cetera. Donc Exactement. Non, c'est aussi un autre argument. Tu as tout à fait raison. Voilà. Et puis, quitte à dire la vérité, pour être vraiment crédible, il aurait fallu qu'ils le disent de suite. Tu vois, c'est si en 69, ils avaient dénoncé les Américains en disant: «Ah! Regardez, c'est du studio tout ça». Là, c'était bon, mais plus ils attendaient finalement, plus ils s'enfermaient dans le mensonge avec les Américains et moins ils étaient crédibles à dénoncer ce canular. Et donc, et après 75, c'était fini, parce que là, 75, vraiment, ça a entériné la réconciliation. C'est en 75 où les deux vaisseaux se sont abordés pour se serrer la main dans l'espace. Donc là, c'était fini. Donc, voilà pourquoi les Russes, finalement, le fait qu'ils ne manifestent pas leur désapprobation, bah, ça ne constitue pas une preuve sur le fait que les Américains aient réellement été sur la Lune en 69. ou alors, ils y sont vraiment allés et les Russes le savaient. Si c'est pas un canular, tout à fait. Alors, j'emploierais pas le mot, c'est vrai que c'est un mot que tu emploies, mais j'emploierais pas le mot canular, en l'occurrence, mais on verra pourquoi après. OK. Disons que hoax, c'est la meilleure traduction, ce serait canular maintenant. Oui, mais moi je vois plutôt une stratégie de communication. En tout cas, c'est plutôt ma vision des choses, donc j'emploierais pas le mot canular. Tu sais, il y a plein de choses qui nous sont dites, on nous balade quand même assez souvent sur plein d'éléments. Alors moi, je vais pas me positionner quand même, hein. Ils y sont allés, ils y sont pas allés parce que je n'ai pas suffisamment de connaissances scientifiques, mais il y a des choses assez intrigantes, notamment dans ce que tu nous as dit. Allez, ben, on va continuer. On reste toujours à la surface, hein. Pour le moment, la surface, effectivement, les éléments qu'on apporte, c'est pas suffisant pour indiquer que mais je vais rester sur le terme canular, hein, Natacha, ça sera plus simple pour moi. Sinon, il va falloir que je refasse toute ma dialectique, ça va être compliqué. Un des arguments aussi très simple à comprendre, il y a 400 000 personnes qui travaillent pour la NASA. Si c'était faux, eh bien, forcément, il y aurait eu des fuites. On peut effectivement se dire, oui, sur 400 000, tu peux pas faire taire 400 000 personnes.
En fait, comment ça pourrait marcher dans le cas d'un canular pour justement, qu'il y ait pas ce genre de fuite, bah, déjà, c'est le principe du need to know. Le principe du need to know, c'est, bah, tout le monde n'a pas besoin de savoir la vérité. Tu peux laisser dans le brouillard, plus de 399 000, personnes et puis, ne donner accès à la vérité qu'à une petite poignée de personnes, soit parce qu'elles sont dans le complot, soit parce qu'elles sont menacées, soit parce qu'elles sont extrêmement patriotes, tu vois? Il peut y avoir plein de raisons qui font que, ils peuvent être, motivés pour, tenir, leur langue. Donc, voilà, le fait de décompartimenter, il y a il y a qu'une petite poignée de personnes, qui sont au courant. Donc les autres pensent avoir réellement travaillé pour la mission, lunaire et ont été, leurrés ou auraient été leurrés, pour rester dans le conditionnel, au même titre que les autres personnes. On peut aussi utiliser ce qu'on appelle des missions parallèles, c'est-à-dire certains employés auraient travaillé sur de fausses missions en croyant participer à la préparation d'un vrai alunissage, par exemple. Et leurs travaux auraient servi à alimenter la propagande sans qu'ils en sachent eux-mêmes la vérité. On le verra un peu plus loin, hein, c'est un des sujets aussi qu'on aborde, un des arguments qu'on aborde plus bas dans les profondeurs. C'est-à-dire que des images qui auraient pu être récupérées sur quelque chose qui n'était pas lié, qui n'était pas lié à l'instant T et qui aurait pu être utilisées pour faire croire qu'on était à l'instant T. Donc, bah, voilà, pour faire taire les gens, beh, je l'ai dit, hein, le patriotisme, la peur de l'ennemi, parce que je vous rappelle qu'à l'époque, il y avait à un moment de la guerre froide, un vrai problème avec, entre les Américains et les Russes, et donc juste le fait de dire: «On fait un pied de nez aux Russes», ça pouvait suffire à motiver un certain nombre de personnes. Voilà, petit slogan interne qui disait: «Un doute de votre part, c'est une victoire pour Moscou». Alors je ne sais pas si ça a été appliqué réellement, à ce, comment dire? À ce contexte-là, mais tu vois le genre de slogan qu'il pouvait y avoir, à l'époque, dans les maisons, dans les couloirs de la Maison Blanche et de toutes les autres organisations gouvernementales. Bah, de toute façon, c'est une des stratégies du pouvoir, c'est pour fédérer autour d'un dirigeant, quel qu'il soit, on va faire un mécanisme de nous contre l'autre, nous contre les autres, c'est très, très bien décrit d'ailleurs dans le livre 1984, hein, George Orwell. Donc c'est un des mécanismes, de fédérer est un des mécanismes du pouvoir. Garder le contrôle sur la pensée. C'est ça et l'inverse, de fédérer, bah, c'est Diviser, de voyez? diviser, de montrer du doigt, de mettre au ban, eh bien, tous ceux qui, finalement, émettraient des doutes, bah, ce ne sont pas des patriotes, N'est-ce voire pas? ce sont des traîtres. Mmh. Ça, on a connu ça il y a pas très longtemps, Ouais et et donc ou les mots étiquettes. c'est Les exactement, Borde voilà, ça quelquefois, les mots étiquettes comme complotiste, par exemple, ça évite de faire, de voir et d'écouter la pensée de l'autre. Quand on le catégorise, on ne l'entend plus, on ne le voit plus, c'est plus un humain, c'est une idée, un concept qu'on peut décrier et qu'on peut, insulter même et avec la sensation, parce que les gens croient toujours qu'ils ont raison, en règle générale, on croit qu'on a raison et à partir de là, quand on se fixe sur un sujet, d'une manière plus ou moins, forte et importante, Heu et bien, on peut y aller avec toute la virulence, que l'on connaît et c'est vrai pour le sujet que tu décris là, mais c'est vrai aussi ne serait-ce que sur, par exemple, nos vidéos YouTube. Il y a des gens qui, dans les commentaires, par exemple, peuvent dégager une certaine, allergie à ce qu'on dit et pourraient et notamment avec des sujets comme tu développes,
pourrait, être très, très, très virulent. tout à fait. Ça s'appelle des trolls. Mais bon, c'est pas le pas le sujet de la soirée. Mais tu as tout à fait raison. Donc C'est le de catégoriser, tu vois? Et tout de à dire: fait. «Ah, tu es comme ça parce que». Mmh mh. Complètement. En tout cas, ça contribue finalement à la grande muette, comme on le dirait en France, hein, en tout cas, ça contribue au fait que, eh bien, oui, bah, même s'il y a 400 000 personnes qui travaillent à la NASA, finalement, il y a très peu qui sont au courant du complot et sur ceux qui sont au courant du complot, ils sont tous tenus d'une façon ou d'une autre, que ça soit de façon patriotique ou de façon menaçante. Donc c'est pour ça qu'il y a pas de fuite, finalement. Autre, sujet de surface, un troisième. Eh bien, Natacha, si on n'avait pas été sur la Lune, quand je dis «on», c'est les Américains, hein, comment est-ce qu'on aurait fait pour amener des roches lunaires sur la Terre? Eh ben oui, ce qu'il faut savoir, c'est qu'entre 1969, Apollo 11 et 1972, Apollo 17, les Américains ont quand même ramené 382 kilogrammes de roches et de régolithes, donc la roche, lunaire, ce qui fait à peu près une moyenne de 63 kilogrammes, par mission Apollo, même si, il y en a eu beaucoup plus sur Apollo 17. Heu, à noter quand même que les Russes, pendant la même période, n'ont pu ramener que 326 grammes avec leur mission robotisée Luna. Donc, ça fait une moyenne de 108 grammes par mission. Bon, c'était des missions sans bah, comme, les Russes n'ont pas été sur la Lune, donc c'était des missions automatisées, robotisées. Donc, il y en a Luna 16 qui a été en 1970, Luna 20 en 1972 et Luna 24 en 1976. Mais, voilà, 326 grammes, c'est quand même pas énorme. Ou alors, c'est c'était quoi? C'est le chiffre qui paraît bon et c'est peut-être les 382 kilogrammes des Américains qui paraît, exceptionnellement élevé. Bah, surtout que si on compare, je fais une petite parenthèse avec les Chinois, et bien dans, leur mission Tianji, là, il y a quelques années en arrière, c'est 1,7 kg de roches lunaires qu'ils ont ramené. En plus, bon, du côté obscur de côté caché de la Lune. Et tu vois, ils en ont pas ramené non plus, 150 kilogrammes, quoi. Mmh. Donc, bon, OK, on va rester sur le fait que les Américains ont bien ramené une soixantaine de kilos, de roches lunaires par mission. Alors, comment est-ce qu'ils faisaient pour les ramener? Bon, c'est simple, hein. Ces roches étaient stockées dans une boîte scellée qui est appelée SRC, la Sample Return Container, qui était elle-même rangée dans un compartiment, extérieur du LEM, c'est-à-dire qu'elles étaient pas dans le LEM, mais elles étaient accrochées dans une petite boîte qui était à l'extérieur du LEM, qui était appelée le SESC, le Scientific Equipment Storage Compartment. Voilà, donc c'était une boîte dans une boîte, pour faire simple. Figure-toi, j'ai essayé de trouver une photo pour voir à quoi ça ressemblait, tu sais, pour pouvoir, vous illustrer mon propos. Et bien, sur les milliers de photos prises du LEM, il y en a eu des milliers, hein, on ne voit aucune photo du SESC. Aucune. Aucune image ne montre clairement les astronautes chargeant ou déchargeant la boîte SRC dans le SESC. Et donc ni le SESC lui-même de façon évidente. Donc on voit effectivement à un moment donné, il y a deux trois photos où on voit un astronaute qui a la première boîte de rangement, hein, la SRC, mais je suis même pas sûr qu'on la voit ouverte. On voit juste qu'il a la boîte. Et à aucun moment on la voit ranger cette boîte dans la boîte de rangement extérieur du LEM, et on ne pas de photo de cette boîte extérieure du LEM. C'est vraiment très bizarre. Je crie pas au complot, hein. Je dis juste que c'est quand même assez bizarre. Alors, les debunkers vont expliquer que, c'est parce que, elle était dans un côté pas facile d'accès du LEM et que finalement, les astronautes n'avaient pas d'intérêt à photographier, ce côté-là. Je sais pas, moi je suis sur la Lune, je mitraille, faire un peu de photos, je mitraille dans tous les sens, tu vois? Mais bon, c'est ils sont astronautes, ils sont pas photographes, hein.
Et puis, autre argument quand même suprême, eh bien, il y a eu, figure-toi, Natacha, 270 roches lunaires qui ont été offertes par la NASA à des chefs d'État et à des dignitaires après l'exploit d'Apollo 11. Donc forcément, si les Américains ont donné des pierres lunaires à tout un tas de chefs d'État et à tout un tas de hauts dirigeants dans des pays, ça ne peut que contribuer, renforcer l'idée que les Américains ont bien été sur la Lune, ils ont bien fait leur petit travail sur la Lune, ils ont ramené des pierres, et ensuite ils les ont offert un petit peu à tout le monde. Tu as déjà entendu parler du cas du Premier ministre néerlandais Willem Dries? Non? Ok. Bah, écoute, on en parlera tout à l'heure, parce que là pour le moment on est encore à la surface, donc on reste sur ce qui est officiellement connu. Donc voilà, trois arguments qui sont vraiment employés systématiquement pour dire les Américains ont été sur la Lune, les Russes, comme tu l'as dit, comme ils savaient qu'ils étaient sur la Lune, qu'ils ont bien été sur la Lune, donc du coup, ils n'avaient pas de raison de contester quoi que ce soit, ou alors la raison est celle que j'ai invoquée. Il n'y a pas eu de fuite, personne n'a parlé, ben, parce qu'ils ont vraiment été sur la Lune, ou alors c'est la raison que j'ai invoquée sur le fait que, ben, non, sur 400 000, il pouvait ne pas y avoir de fuite. Et il y a tout un tas de pierres lunaires qui ont été distribuées un petit peu partout dans le monde. Voilà. Merci, au revoir. Vous pouvez vous arrêter là. On a bien été sur la Lune. Ou alors on plonge. C'est quoi, Natacha? Bah, je suppose que tu as pas envie d'arrêter cette émission-là et que les amis non plus, donc a-t-on le choix en même temps? Bah oui, on a toujours le choix. Vous pouvez faire off Ah bah oui, et oui, aller voir ailleurs si j'y suis. Voilà. oui, Ou si sur on la y est. Lune, Ouais. allez, Mais nous, non, nous, on n'a pas le choix. Nous, on continue tous les deux. continue, on va explorer, je suis foutue moi dans l'histoire parce qu'à la base, je m'y intéressais pas plus que ça à ce ce sujet, tu sais? Je sais. Eh bien, Natacha, mets ton tuba. On va sous la surface. Donc, on va aller dans la zone épilagique. Et là, on va aborder le côté historique de cette aventure lunaire. Voilà, on va voir ce qui s'est passé avec Kennedy, avec le directeur de la NASA, voilà, toute cette ambiance qu'il y avait euh, dans cette décennie des années 60. Alors, sous la surface, le premier point qu'on va voir ensemble, on l'a appelé le projet Moonrock. Justement la distribution mondiale de roches lunaires. On venait d'en parler. Et donc, je t'ai un peu teasé la suite hein, en te parlant du Premier ministre néerlandais Willem Dries. Attends, je En 69, hein, lors d'une tournée mondiale des astronautes d'Apollo 11, donc ils retrouvaient des ambassadeurs de chaque pays là où ils faisaient leur tournée, et puis les ambassadeurs américains remettaient une pierre lunaire à un dignitaire du pays, donc entre autres aux Pays-Bas. C'est l'ambassadeur qui s'appelle J. William Middendorf qui a offert une pierre lunaire au Premier ministre de l'époque, de 1969, qui s'appelait Willem Dries. Et c'était un cadeau qui a été extrêmement apprécié, hein. Il a été exposé pendant des décennies au Rijksmuseum d'Amsterdam. On connaissait le port d'Amsterdam, il y a aussi le Rijksmuseum d'Amsterdam. Et il a même été assuré pour une valeur de, tiens-toi bien, Natacha, 500 000 euros. Ce qui me paraît tout à fait logique, hein. Ils ont considéré ça comme une espèce de trésor national. Ils ont une pierre lunaire. Voilà, on l'assure. En 2009, bah, tu as des chercheurs de l'Université libre d'Amsterdam qui ont demandé des autorisations pour analyser la roche. Et qu'est-ce qu'ils ont découvert, Natacha, selon toi? ah bah, si tu en parles, c'est que c'est une roche terrienne? Bah, qu'il s'agit en réalité d'un morceau de bois pétrifié. Ah oui! Hein. Donc là, compliqué quoi pour le coup Ah, de de le faire morceaux de venir. bois. Alors ça voudrait dire
Il y avait des forêts sur la Lune. Bah, peut-être que ça voudrait dire qu'il y a des forêts sur la Lune. Ça pourrait être sympathique comme hypothèse. Moi, ça me plairait bien en tout cas. Mais c'est pas la raison qu'a avancé la NASA, hein. La NASA a dit, bah non, 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 mais cet échantillon-là, il a jamais fait partie des échantillons lunaires officiels. Non, non, pour nous, c'est notre ambassadeur. Soit il s'est trompé, parce que comme il est d'Arizona, que le bois pétrifié viendrait d'Arizona, peut-être qu'il avait ça chez lui, que voilà, il s'est trompé. Soit c'est son personnel qui avait mal étiqueté la pierre lunaire. Voilà, Eh ben, c'est de nature à pas me donner extrêmement confiance dans la science états-unienne. c'est ça. Bon, le problème, c'est que du coup, bah, forcément, tu te doutes bien qu'en 2009, quand les chercheurs de l'université ont sorti ça, tout le monde a été essayer d'interroger l'ambassadeur, qui a dit ne pas se souvenir des détails. Il sait plus. Mmh. Je sais pas. C'est étrange parce que tous les menteurs utilisent le même truc. Je Bah sais oui. pas, je me souviens pas. La perte de mémoire. Bah ouais. Mmh, mmh mh. Mm. Alors, dans ce fameux projet Moonrock, j'aimerais faire un petit retour en arrière pour te parler de l'opération Deep Freeze. Une opération tout à fait officielle des États-Unis, hein, une mission menée en Antarctique à partir des années 50, milieu des années 50, je crois, et qui était, beh, comme les Français y ont été, comme beaucoup de nations ont été, principalement pour établir des bases scientifiques et militaires dans le cadre bah, de la guerre froide. Bah, ce qu'il faut savoir, Sacha, c'est que l'Antarctique, c'est l'un des meilleurs endroits au monde pour trouver des météorites lunaires. Oui, parce que tu sais, c'est le principe de la panspermie. C'est-à-dire que tu te prends une météorite qui vient s'écraser sur ta planète. Du fait de la vitesse, ça va faire une espèce d'éjecta. Il va repartir dans l'espace pour ensuite aller se propager, se disséminer un petit peu ailleurs. Donc, on a reçu par panspermie tout un tas de roches lunaires qui ont été éjectées de la Lune et qui sont venues s'écraser sur la planète. Toutes celles qui sont tombées dans l'eau ont été perdues, toutes celles qui sont tombées dans les déserts ont été perdues. Mais dans l'Antarctique, finalement, c'est un endroit où on arrive à les retrouver facilement. Alors, je mets ça entre guillemets, hein, parce qu'elles sont repérables plus facilement sur ces grands horizons blancs. Et il y a autre chose en Antarctique. Ben, on en avait parlé, tiens, avec Jérôme dans un Mimi il y a un petit peu de temps de ça. C'est un endroit dans l'ère mésozoïque euh, où, qui était peuplé d'arbres qui ont été donc pétrifiés il y a des millions d'années suite à tous les bouleversements terrestres qu'il y a eu. Et donc, on retrouve justement en Antarctique tout un tas de forêts fossiles. Donc, si tu veux, qu'est-ce qui ressemble plus à une météorite lunaire qu'à un bout de bois fossilisé? Au bout d'un moment, ça ressemble à deux cailloux. Donc, il se peut que, il y ait eu des erreurs qui aient été commises au moment du recueil de ces échantillons, parce que c'est ça en fait le fond de l'idée, c'est que les Américains, pour pouvoir préparer au cas où toute cette histoire, auraient recueilli un certain nombre de matériaux lunaires en Antarctique, les auraient ensuite envoyés dans des laboratoires américains pour qu'ils soient retraités, c'est-à-dire il fallait un petit peu les irradier pour simuler une exposition aux rayons cosmiques, peut-être y rajouter des petits minéraux rares, histoire de bien faire ressembler ces objets-là à des objets issus de la Lune. Et bien, peut-être que dans l'eau, voilà, il y a des morceaux de forêt fossilisés qui ont été confondus et qui se sont retrouvés finalement à Amsterdam. Voilà. Bon, en tout cas, c'est quand même étrange que ce Premier ministre d'Amsterdam ait reçu une pierre qui n'était pas du tout lunaire
et les explications de la NASA sont complètement foireuses sur le sujet. Mais nous ne sommes que tout juste sur la surface. Tu vas voir, plus on va descendre, pire ça va être. Ah, là, on va s'intéresser vraiment à la partie historique finalement de toute cette aventure lunaire. Cette partie historique qui a été lancée par Kennedy hein, dans un grand discours le 12 septembre 1962. We choose to go to the moon. J'avais dit. Choisissons d'aller sur la Lune. We choose to go to the moon. Pas, non pas parce que c'est facile, not because they are easy, mais parce que c'est difficile, but because they are hard. Ouais, tout ça pour me mettre l'affiche par rapport à mon accent anglais. Bravo, Natacha. Eh bien, tu as raison. Il était convaincu, mais en fait, c'est pas le premier discours qu'il a fait le 12 septembre 1962 auprès du Congrès. Hein. C'est celui que l'histoire retient parce que c'est vraiment celui qui a fini par entériner le projet. Mais il avait fait un premier discours un an avant, le 25 mai 1961, le Moonshot Speech. Pourquoi? Parce que les Russes, un mois avant, le 12 avril 1961, avaient réussi à sortir de l'orbite terrestre euh, pour la première fois de toute l'humanité, un cosmonaute. C'était Yuri Gagarin, le fameux Yuri Gagarin, qui était le premier humain donc à voir la Terre de l'extérieur. Et les Américains étaient coiffés sur le poteau parce que de leur côté, c'était le commandant Shepard qui devait aussi aller être, en tout cas aller dans l'espace. Et je crois qu'il y a eu des problèmes techniques et il n'a pu y aller que le 5 mai 1961. Donc il a été le deuxième homme à aller à s'extraire de la Terre. Donc voilà, il y avait une espèce de frustration de la part des Américains. Et du coup, le 25 mai 1961, Kennedy fait ce premier discours. Et un an après, le 12 septembre 1962, pourquoi est-ce qu'il revient à la charge? Parce que, bon, ben, il y avait une course qui commençait, quoi, qui était déjà en cours contre les Soviétiques pour savoir qui allait être les premiers à dominer un peu l'espace, à démontrer au monde entier qu'ils étaient les plus avancés technologiquement parlant, etc. Et c'est surtout que Kennedy a été convaincu par un certain James Webb, qui était le directeur de la NASA. Ça te dit quelque chose ce nom-là, James Webb? Mmh. On en entend parler là depuis 1 ou 2 ans, peut-être 3, je ne sais plus quand est-ce qu'il a été lancé. C'est le remplaçant du télescope Hubble, c'est le télescope James Webb, qui en fait a été nommé, baptisé comme ça, en l'occurrence, en l'honneur de ce directeur de la NASA, qui a été à l'origine de la conquête spatiale, de la conquête lunaire. Donc c'était quelqu'un qui avait vraiment une véritable importance, un vrai poids dans la décision politique de Kennedy. Et c'est vraiment lui qui l'a convaincu de prendre sa revanche contre les Russes, contre les Soviétiques, et d'où le fameux discours du 12 septembre 1962. Un an après, 18 septembre 63, eh bien, tu as Kennedy qui rencontre James Webb à la Maison-Blanche. Bon, ils devaient se voir souvent, mais là, il le rencontre pour discuter des retards et des coûts explosifs du programme Apollo, parce que finalement, c'était pas ce qui avait été annoncé. Et puis, il s'inquiète aussi ouvertement que les Soviétiques puissent devancer les États-Unis, parce que bah, s'ils continuent à accumuler les retards, eh bien, eux, les Soviétiques, eux, continuent à avancer de leur côté. Ça te rappelle pas quelque chose là, dont on a évoqué la semaine dernière? Mmh. Hein, on est vraiment dans la même situation qu'avec les Chinois. Hein. C'est C'est- intéressant. Mmh. ouais, la juxtaposition, elle est vraiment flagrante. Et en plus, Kennedy, eh bien, doute de la faisabilité technique et scientifique du projet. Voilà ce qu'il dit, tu vas voir.
Ce programme est devenu un effort énorme. Je ne suis pas intéressé par l'espace pour aller sur la Lune. Je pense que nous devrions plutôt nous concentrer sur des choses plus utiles. Tout cela ressemble à un numéro de cirque. Kennedy qui dit ça à James Webb. Ah oui, il faisait, référence aussi au coût financier très, très, très important de cette conquête spatiale et effectivement, puisque tu m'as envoyé sur le sujet, je suis allée, voir aussi un peu l'émission là dont tu parlais et c'est effarant de l'entendre parce que ce sont ses vrais mots, on l'entend dans l'émission là. Il doute vraiment de l'intérêt, de lancer toute cette campagne financière et enfin campagne financière, tout ce financement, pour, cette conquête spatiale et l'autre, Webb là, il insiste, hein, il dit: «Si, si, si, c'est important, il faut le faire». Ah ouais? Ah ouais, ouais, bah, c'est clair et puis il s'était fait, piquer au vif, par les soviétiques, en se laissant passer devant, en 61 donc Mmh, il voulait vraiment, Webb en tout cas voulait vraiment sa revanche, quoi et c'est bien que tu le soulignes, le fait que, peut-être plus qu'à Kennedy, à Webb, ça lui tenait vraiment à cœur d'aller jusqu'au bout, mais vraiment et vous allez voir les amis, ça a son importance. Plus que le discours de Kennedy, plus que toute autre chose, c'est la motivation de James Webb à aller sur la Lune, en 69 et mais bon, on voit que voilà, le 18 septembre, Kennedy, il commence vraiment à douter à cause des retards, à cause des coûts et puis comme tu le soulignes, un numéro de cirque, quoi. C'est grosso modo, il est en train de traiter la NASA et ses comparses de guignols, hein. Il s'agit rien, hein. 2 jours après, le 20 septembre 1963, prend son téléphone rouge, il appelle le Kremlin et il propose à Khrouchtchev, de s'associer dans l'aventure lunaire parce qu'il sent bien qu'il va pas y arriver, que cet objectif de 69, il est pas atteignable et il va être trop coûteux et qu'ils vont se vautrer et qu'il vaut mieux arrêter la course avant qu'il ne soit trop tard. Proposer aux Russes de faire, ça en binôme et puis comme ça, tout le monde s'en sortira, grandi. Bah, c'était sans connaître, Khrouchtchev, hein, il aurait dû se douter du refus de ce dernier, qui lui estimait que la course à l'espace était un enjeu de prestige national et une démonstration de la supériorité technologique du pays qui parviendrait à aller le premier sur la Lune. Donc autant te dire qu'il a balayé, d'un refus de la main, la proposition de Kennedy et puis il avait un double intérêt. C'est soit il pensait dans sa tête qu'il allait peut-être gagner la course avant Kennedy, soit il allait se dire: «Bah, de toute manière, ils vont peut-être se vautrer». Parce qu'on va le voir, dans la slide suivante, ils vont rencontrer tout un tas de problèmes dans ces années 60. Hem, allez, on va dire, 2 mois après ce coup de fil à Khrouchtchev, pour ceux qui suivent un peu l'histoire, on est en 1963, le 22 novembre. Qu'est-ce qui se passe? Dallas, mmh. la Kennedy. fameuse balle magique, Mmh. voilà. Kennedy est assassiné. Est-ce qu'il est assassiné justement, qui serait une bonne raison, hein, parce que, il se doute, d'arriver jusqu'au bout et puis il veut peut-être mettre un frein à cette, conquête spatiale? C'est pas le sujet de cette, histoire, mais peut-être que je ferai un iceberg sur l'assassinat de Kennedy, parce que là aussi il y a tout un tas de théories. Allez, du coup, on reste toujours dans la partie historique, hein. On est toujours un peu sous la surface dans cette zone épilagique et on va s'intéresser justement à James Webb. Parce que, eh bien, sur la deuxième moitié de la décennie, 1960, ils accumulent problème sur problème, retard sur retard, déconvenue sur déconvenue. 19 décembre 1965, il y a le général Phillips qui est le directeur du programme Apollo entre 1964 et 1969. Donc c'est pas quelqu'un, sur qui on ne compte pas, hein. On écoute ce que dit le général Phillips.
Bah, lui, il indique de très nombreux problèmes techniques et il émet des doutes pour honorer le programme Apollo. Il se dit: «Le programme Apollo, il va pas aller jusqu'au bout». Alors que c'est le directeur du programme Apollo quand même, hein, donc on bon. En 66, en novembre 66, il y a un rapport, un Apollo Report qui est émis par, Thomas Ronald Baron, qui indique que les problèmes émis par le général Phillips n'ont toujours pas été résolus. Donc 1 an plus tôt, hein, ça avance toujours pas, hein. Et il indique dans son rapport: «Nous ne devrions pas jouer avec la sécurité des astronautes sous prétexte de respecter le planning lunaire». Bah, il a été visionnaire le bonhomme. Ouais, c'est important parce qu'on va voir ce qui va se passer après, c'est quand même grave ce qu'ils ont fait, hein. Exactement. 2 mois plus tard, 3 mois plus tard, le 20 janvier 1967, le premier quoi, un des lanceurs qui devait envoyer le premier voyage, habité explosa lors de la phase de test. Donc déjà, grosse alerte: «Achtung baby!» Mais non, 27 janvier 67, et bien là, c'est malheureusement, un accident mortel sur le nouveau lanceur, hein, alors qu'un des astronautes, émettait des doutes lui aussi, hein, sur la fiabilité du lanceur. Les astronautes Gus Grissom, Ed White, Roger Chaffee trouvent la mort lors d'un test au sol du programme Apollo 1. C'est-à-dire qu'ils ont même pas décollé, hein, c'est un test au sol. Mmh. Voilà, et ils meurent brûlés vifs, dans la capsule, hein. Voilà. Après l'analyse du dysfonctionnement de cette capsule, et bien, un autre, astronaute, parce qu'il y a toute une team, hein, Frank Borgman, et bien, il dit qu'il faut repenser la capsule de A à Z parce qu'elle est pas du tout sécure. Je sais pas s'il le dit, mais moi j'aurais rajouté parce que moi j'y mettrais pas les pieds dedans. Voilà. Bah, sauf que repenser la capsule de A à Z, ça veut dire 1 an de retard. Donc sur un programme, on est en 67, qui est censé arriver sur la Lune en 69, c'est quand même chaud les marrons. C'est un programme qui, tu l'as dit, hein, tout à l'heure, coûte des millions de dollars. Des milliards, Milliards. des milliards. Je crois que c'est Oui. 25 000 000 qu'aura coûté, 25 000 000 Oui, de l'époque, hein. oui, milliards de dollars. Mmh. Donc problème, technique majeur qu'ils ont rencontré. La fusée Saturne V, indispensable pour aller sur la Lune, accumuler les retards, les échecs lors des tests. Le module lunaire, le LEM, était en développement chaotique avec des problèmes de poids, de stabilité, de fiabilité. Les combinaisons spatiales n'étaient pas encore au point pour une sortie extravéhiculaire de la Lune. Et honnêtement, j'ai l'impression de redire exactement ce que j'ai dit la semaine dernière par rapport à Orion, hem et les nouveaux, modules, qui sont censés aller sur la Lune avant, la fin de notre décennie. Ouais, bah, en fait, tu radotes, hein. Je radote, ou alors l'histoire se répète. Eh, c'est Vous possible, l'histoire radote. vous en êtes seul juge. Il y avait aussi des ordinateurs de bord, hein, comme l'AGC qui étaient primitifs et buggés, donc voilà, il y a rien qui allait. Donc James Webb, directeur de la NASA, déclare: «Si nous parvenons à tenir le planning, nous serons très, très chanceux». D'accord, et il commence à se dire: «Oups, finalement, Kennedy à aller dans cette aventure, mais ça va peut-être être chaud 69, hein». Je me souviens dans le documentaire, et il disait aussi, «On n'arrive même pas à communiquer entre 2, je crois que c'était 2 plateformes. Mmh, Comment on va faire pour communiquer, sur la Lune?» mmh, c'est ça. Ah ouais. Et tu dis: «Ouais, quand même». Ah ouais, non, mais c'est C'est hallucinant, chaud là. c'est hallucinant. Mmh. Et pour finir sur cette partie historique, octobre 68, eh bien, l'impensable arrive. James Webb, le directeur historique de la Mmh. NASA, celui qui va quand même donner son nom à un futur, télescope, il démissionne. Mmh. Ouais, Alors que c'est lui qui était vraiment moteur, il démissionne 1 an avant le l'exploit, des Américains. Comment c'est est-ce que c'est possible, Natacha? Explique-moi là, je comprends pas ce qui s'est passé dans pour, sa tête. pour rappel quand même, c'est lui qui insistait auprès de Kennedy
donc du président des États-Unis de l'époque, à ce moment-là, avant qu'il se fasse tuer, c'est lui qui insistait pour lancer ce programme spatial. C'est lui. Il C'est ça, était, c'est lui le moteur du programme, en fait c'est ça. et effectivement, il démissionne et là, tu Ouais, te dis: «Ah, il y a quelque chose qui m'échappe». Tu vois? Il commence par être très, très, très insistant. Ensuite, il commence à dire, «Ouais, finalement, si on y arrive, on a du bol quand même, hein, les gars, on n'y est pas là» et après, bon, bah, salut, je me casse. Vous vous démerdez. Excusez-moi d'être un peu ouais, bah, c'est ça, c'est exactement ça. ça m'a fait rire. Je me suis dit: «Mais c'est fou ce truc». Mmh. Ouais, parce que sans lui, en fait, jamais il y aurait eu ce programme. C'est sûr. Kennedy, Il a dit, il aurait rétropédalé. il était pas chaud. Ouais, ouais. Ouais, C'est: «Ouais, non, peut-être pas finalement, moi j'y étais là, mais non, non, j'y suis plus». ouais et mais c'est pas le seul, parce que donc dans cette année 68, un an avant, hein, Robert Simmons, directeur adjoint de la NASA, janvier 68, il démissionne. L'astronaute Walter Schirra, c'était pas n'importe quel astronaute, hein, il faisait partie des 7, du fameux groupe Mercury 7, qui étaient les 7 astronautes les plus, voilà, les plus adulés, on va dire, des années 60. Bam! Il démissionne en juillet 69 pour Bah, passer du temps avec sa famille. ils ont peut-être eu peur aussi de se faire un petit peu cramer au passage, je sais pas. Oui, c'est possible. Ouais, ouais. Bah, c'est surtout que lui, il avait quand même pas mal marqué son désaccord sur les conditions de sécurité, Mmh. Mmh. heu, voilà. Donc c'est la Bérésina, hein, côté NASA, il y en a eu d'autres, je ne les ai pas tous notés. Voilà dans quelle situation on est effectivement, à la veille de lancer, nos fameux 3 astronautes qui quand même ils étaient au summum de tout ce qu'on peut imaginer en termes de courage, tu vois? Parce qu'ils savent ils vont monter sur un truc qui peut péter à tout instant. Ils vont, aller sur la Lune, là où personne n'a jamais été. Ils savent pas s'ils vont revenir. Waouh! Moi je honnête Warriors, des warriors. honnêtement, des warriors, quoi, et c'est une fois l'exploit accompli, Ouais. tu imagines dans quel état d'esprit ils doivent être, quoi, c'est: «Bon, bah, Bah, voilà, tiens». figure-toi que je t'en parlerai tout à l'heure. Ouais, c'est ça. Mmh. Mmh. J'allais voir leur, Côté les warrior. Mmh. ouais, je suis allée voir les warriors, je me suis dit: «Waouh, je suis sûre qu'ils étaient mais plein d'enthousiasme, tu te rends compte, ils ont vécu un truc de fou». Eh bien, Je vous raconte. on ira dans la fosse pour parler de ce sujet-là. Il va falloir attendre jusqu'au bout, les amis. Mais, on reste sur un dernier sujet sous la surface. Finalement, c'est le contexte historique côté américain, voire même côté mondial. Il y avait une espèce de fièvre lunaire dans l'opinion, publique américaine qui a peut-être aussi, mis une pression inimaginable, heu, parce que dans leur tête, ils y étaient. Ils y étaient, n'est-ce pas, Natacha? Ouais, ils y étaient parce qu'on va voir, une raison pour laquelle les États-Unis ne pouvaient plus reculer. Comme tu parles de d'iceberg, bah, c'était une raison, allez, invisible, mais qui est absolument déterminante. Depuis des années, tu l'as noté, l'opinion publique avait été préparée, mais bien comme il faut, hein, conditionnée même, jour après jour, film après film. Article après article. Et pour l'opinion publique américaine, la conquête de la Lune, c'était pas qu'un exploit, hein, pas qu'un exploit scientifique, c'était vraiment beaucoup plus que ça. C'était une affaire de prestige national. C'était un véritable symbole de supériorité. C'est une démonstration éclatante en pleine guerre froide. Tu as posé le décor tout à l'heure que le modèle américain était donc plus fort que le modèle soviétique. Alors donc aller sur la Lune, c'était pas seulement battre l'URSS, hein. Faut vraiment se rendre compte du contexte de l'époque.
En même temps, si vous reprenez, l'émission qu'on a faite l'autre jour, où toi tu démontrais, voilà certaines façons de penser par rapport aux Chinois, cette course à l'échalote et tout, bah, c'était pareil, c'était montrer au monde, vraiment montrer au monde entier que les États-Unis dominaient l'avenir. Mais rien que ça. En fait, ils dominaient dans leur voilà, ils voulaient faire croire qu'ils dominaient le monde, l'avenir et tout. La conquête de la Lune, n'était plus présentée comme une simple possibilité pour les Américains. Elle devenait un objectif national affirmé par la plus haute autorité politique du pays, par, au départ Kennedy et puis après, Nixon. Tu l'as dit tout à l'heure, hein, en 61, le président John Fitzgerald Kennedy a prononcé devant une session conjointe du Congrès le discours que tu nous as superbement bien répété en anglais. C'est un discours historique qui allait définir une décennie entière de stratégie américaine. Et là, je pèse mes mots. Parce qu'effectivement, il y a une décennie de stratégie américaine. Et devant les représentants de la nation, il a déclaré: «I believe», je vais te le faire, «that this nation should commit itself to», là je sais pas le faire, «et achieving the goal before this decade is out of landing a man on the moon and returning him safely to the earth, to the earth». Alors c'était quoi? Il disait quoi? «Je crois», parce que c'est pas le même discours là, hein, il dit là: «Je crois que cette nation devrait s'engager à atteindre l'objectif avant la fin de cette décennie». Voilà, il y était à fond, il y était à fond. De faire atterrir un homme sur la lune et de le ramener sain et sauf sur terre. Là, on est en 61. Cette phrase, c'était pas un slogan, c'était un engagement politique clair, martelé en pleine guerre froide. C'est ça le contexte. Parce que chaque avancée technologique ou scientifique devenait une preuve de supériorité face à l'Union soviétique. Et c'est très important. Faut pas juste croire: «Voilà, on va faire des trucs, scientifiques». Non, 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 c'est une preuve de supériorité. C'est de la domination. Alors quand on revoit aujourd'hui les films et documents de l'époque, une chose, je sais pas si ça te l'a fait à toi Antoine, mais une chose saute aux yeux. Tout le monde y croyait, ou du moins, tout le monde devait y croire. C'est même plutôt ça. Tu as un petit peu évoqué le sujet tout à l'heure. La course à l'espace était l'un des principaux fronts de la guerre froide. Eh ben oui, on est dans un contexte où on ne se balance pas des missiles, mais on est quand même dans une guerre froide. Pour les plus jeunes d'entre nous, vous ne connaissez pas, mais donc là, on y était. Chaque premier satellite soviétique, chaque vol de cosmonautes russes était perçu comme un mouvement stratégique majeur dans cette joute mondiale-là d'influence idéologique et politique. Mais oui, c'est de l'idéologie là et on s'en sert pour faire de la politique. C'est important, c'est ça dont il s'agit en réalité et cette perspective n'a jamais quitté la décision de Kennedy d'engager la nation entière dans cet effort dont tu as parlé, qui est un effort sans précédent pour atteindre la Lune avant la fin des années 1960. C'est quand même ça le but. Alors la presse, elle jouait pleinement son rôle là, elle y allait à fond. Cette idée, elle était partout. Tu as vu le documentaire là, on a vu la télévision, les journaux, même dans les manuels scolaires. C'est dingue, hein? Apollo y était présenté comme la plus grande réalisation de l'humanité, rien de moins. Tu imagines? Ah là là, le pays qui fait la plus grande réalisation de quoi? De l'humanité. Eh oui, tout le monde dedans. Et les enfants apprenaient même par cœur les noms des astronautes, comme on apprenait autrefois d'ailleurs ceux des grands explorateurs. Donc vous connaissez, évidemment ceux qui ont mis le pied sur la Lune. Antoine nous dit que non, mais bon, on va les retenir. Armstrong, Aldrin, Collins. En fait, c'était des héros vivants.
Alors, on avait les fusées, les satellites, les vaisseaux spatiaux qui entraient dans le quotidien. On les voyait partout. Ils devenaient familiers. On publiait de véritables guides, alors ça m'a fait, ça m'a fait un peu marrer. On publiait de véritables guides de l'espace, très sérieux, très détaillés, décrivant étape par étape les futures missions. Je me suis dit, les futures missions Apollo, hein, bien sûr. Il existait même des versions destinées aux enfants et à l'école, évidemment, on construisait des fusées en carton, on apprenait par cœur les trajectoires possibles. Ah, écoute, moi j'aurais été, à leur place, moi aussi j'aurais rêvé d'aller marcher sur la lune. D'ailleurs, ils y croyaient. J'ai vu une petite fille qui disait: «Oh, c'est pas dans si loin, moi aussi je vais pouvoir y aller». On voyait des images où tu avais un papa qui descendait de la fusée avec ses enfants. Il y avait des magazines qui publiaient sans relâche des images de l'homme moderne, casqué, héroïque, prêt à s'élancer vers l'espace. Et les romans d'aventure, eh bien, plein de romans d'aventure spatiale qui envahissaient les librairies. Vous voyez l'ambiance un peu. Et peu à peu, presque sans qu'on s'en rende compte, une idée s'installait dans les esprits. Aller vivre ailleurs, sur d'autres planètes. C'était plus du tout une fiction. Mais, sans que ce soit une fiction du coup, ça devenait un horizon quotidien. Et bientôt, on va aller prendre le thé sur la Lune. Alors, pour une nation née et façonnée, reportez-vous sur ce qu'est les États-Unis, hein, comment ça a été constitué les États-Unis. Il a été fa c'est ce pays a été, façonné par le mythe du Far West. C'était du coup, là, aller conquérir un autre endroit, bah, c'est presque naturel, en fait. Après l'Ouest, l'espace, une nouvelle frontière, un nouvel Eldorado et puis, bah, tu as Disney aussi qui s'est mis dans l'affaire. Impossible de passer à côté parce qu'à Disneyland, tu avais une zone entière qui a vu le jour, ça s'appelle le Tomorrowland. Waouh! Un futur clé en main, entièrement consacré aux voyages spatiaux. En parallèle, Disney continuait, dans l'affaire parce que ça vendait, hein, c'était vendeur tout ça et ils publiaient des livres, des bandes dessinées où les personnages les plus connus, bah, tu as Mickey, tu as, Donald, tu vois? Ils partaient explorer la lune et ça invitait toutes les générations, toute cette génération-là, à imaginer l'espace comme un terrain de jeu accessible et familier. Et au centre de tout ça, bah, il y avait une figure. Bah, c'est toujours la même. C'est l'astronaute. C'est le nouveau héros américain. Je ne sais pas si tu as remarqué, Antoine, mais moi, quand je regarde les séries américaines et les films, il y a quasi systématiquement un héros. Il y a toujours une posture héroïque. Figure-toi que Boris Cyrulnik dit que quand une société a besoin d'un héros, parce que le héros, il est sacrifié, hein, donc, quand une société a besoin d'un héros, c'est que la société va très, très mal. Alors là, on a le nouveau héros américain, celui qui avait remplacé, bah, le cow-boy du Far West. C'est le pionnier moderne, silencieux, discipliné, courageux, prêt à affronter l'inconnu. Vous voyez toutes les idées un peu qui se distillent là dans la tête de ces enfants, de ces gens. Là, je reprends les mots: discipliné, silencieux, courageux. Si on prend comme modèle ces gens-là, peut-être qu'il faut l'être soi-même et donc écouter les discours ambiants. Bah, il faut bien comprendre ce que cela signifiait. La conquête de la Lune, n'était pas qu'un exploit scientifique, c'était un enjeu de prestige national, un symbole de supériorité américaine. Je le rappelle, on était en pleine guerre froide. C'est une façon de dire: «On va la gagner cette guerre, on est meilleur que les autres». C'était une source de fierté, mais collective, tu vois? Ils se rassemblaient derrière quelque chose et ça, c'était sans précédent, hein. Alors on va aller voir, du côté des chiffres. On a un petit peu évoqué les chiffres tout à l'heure. Parce qu'à la fin des années 1960, plus de 80 à la fin, hein, plus de 80 des Américains soutenaient le programme Apollo et ça,
malgré un coût absolument colossal. Tu m'as reprise tout à l'heure, moi j'avais dit des millions, mais effectivement, c'est 25 milliards de dollars. En tout cas, c'est ce que j'ai noté et l'effort financier excessivement élevé Apollo a cumulé environ 4,4 du budget fédéral en 1966 et c'était pas seulement une question de ressources, mais aussi, je le rappelle, une démonstration politique de ce que les États-Unis étaient prêts à engager, tu vois? Prêts à engager comme moyen pour affirmer leur leadership mondial. C'est important pour les autres pays à côté. Quand, les autres pays voient à quel point on est capable de se mobiliser sur un projet, de mobiliser toute la population et de mobiliser de l'argent, on peut se dire que oui, qu'effectivement, on a un certain poids, sur, la sphère politique mondiale et de fait, l'effort national fut vraiment colossal. Le budget de la NASA d'ailleurs, je ne sais pas si tu sais ça Antoine, ce budget, de la NASA qui a été alloué au programme Apollo, il a grimpé jusqu'à représenter plus de 5 du budget de la science spatiale elle-même et donc avec une part significative du budget fédéral américain qui a été absorbé pour, financer, cette grande ambition. Tu as vu à quel point c'était énorme? Ah non, mais Et c'est on le sent bien et on sent bien, arriver à la suite. C'est-à-dire que qu'est-ce qui se passerait si finalement, heu, le projet échouait? C'est-à-dire qu'il peut échouer de plusieurs façons différentes. Si les Russes arrivaient en premier, si ils décollaient mais la navette explosait, si ils décollaient, ils arrivaient à aller sur la Lune, mais n'arrivaient pas à faire rentrer. Je te rappelle, hein, il y avait ça dans le challenge. C'est aller sur la Lune et revenir avec, les astronautes vivants. Voilà. Donc, s'ils arrivaient sur la Lune et qu'ils n'arrivaient pas à en redécoller, voilà. Puis, s'ils arrivaient sur la Lune, ils arrivent à en redécoller et puis finalement, c'est pour se cracher sur Terre. Quoi, il y a tu vois les enjeux, donc c'était vraiment mais le je challenge vois absolu. très, très bien, je vois très, très bien et tu poses les bonnes questions que nous allons, on va regarder, c'est un petit peu ce que tu viens d'évoquer. Parce qu'on va descendre dans notre petit iceberg. Oui, tu le rappelles quand même. Qu'est-ce qui va se passer? Parce qu'effectivement, cette implication budgétaire-là, elle a été possible en grande partie parce que la population percevait l'enjeu de cette conquête spatiale d'Apollo comme existentiel et prestigieux. Et donc, par la capacité des dirigeants à inscrire le programme dans un récit national d'excellence et de compétition. Mais là, on est dans l'idéologie, on est dans la croyance. Alors, autrement dit, c'était quand même une somme astronomique. J'aime bien le mot astronomique, astre. Je voulais le placer celui-là. Mais c'était une somme qui était jugée nécessaire. Eh oui. Et pourtant, ah oui, parce qu'il y a des pourtant. Figurez-vous, figure-toi Antoine, qu'au cours des premières années du programme, l'enthousiasme du public n'était pas automatique. Tu as un sondage de 1961 qui a montré qu'il y avait même une partie des États-Unis, des Américains, qui étaient initialement sceptiques. Eh oui, voire même opposés à l'idée de s'engager dans une mission lunaire. Ah, pour moi, c'est quand même la preuve que la stratégie de communication politique devait être renforcée pour transformer cette ambition en objectif national commun, partagé. Ouais, ils ont dû faire un petit peu des efforts, hein, les gars. Et bien sûr, dans cette dynamique-là, il y a Kennedy qui a eu recours à une communication politique forte, précise, presque rhétorique. Tu l'as dit tout à l'heure, hein, il a voulu mobiliser l'opinion. Tu as ce discours légendaire, que tu as cité tout à l'heure, c'était, en 1962, c'était le 12 septembre 62.
cette magnifique phrase: «We choose to go to the moon not because they are easy, but because they are hard». Et ouais, c'était Kennedy et il le dit beaucoup mieux que moi, forcément, c'est sa langue. Et c'était pas donc il dit, c'est pas parce que c'est facile, on choisit d'aller sur la lune, c'est pas parce que c'est facile, mais c'est parce que c'est dur. OK, donc ça veut dire là, il pose des bases, il dit c'est pas s enfin, c'est donc pas seulement une formule inspirante, c'était une stratégie de leadership. Tu vois? C'est conscient, c'est transformer une décision politique complexe en un récit collectif. C'est ça qui se passe. C'est un récit collectif où le public va s'identifier, et c'est très important ce que je suis en train de vous dire, s'identifie à l'ambition elle-même et non seulement aux résultats, techniques, tu vois? Ils vont pas seulement observer les résultats techniques et s'identifier, mais c'est vraiment quelque chose de vaste, c'est de la foi. On a foi dans notre, nation, dans notre leader. J'entends quelquefois dans les films américains le leader du monde libre, par exemple, tu vois? On se pose dans quelque chose, on se crée une identité. C'est une nation très identitaire d'ailleurs. Alors bien sûr, il existait des critiques, il existait aussi des voix discordantes, comme celle du sénateur William, j'arriverai pas à le prononcer, Proxmire, qui dénonçait j'adore faire croire que je parle avec un super bel accent. Mais c'est juste pour cacher que en fait, c'est la honte totale. Donc ce cher William, il dénonçait Apollo comme un gaspillage d'argent public. Ça, il y allait, il l'a dit. Mais tu vois, comme pour d'autres, ces critiques restaient un peu marginales. Pire encore, et c'est là que je trouve ça intéressant, elles étaient perçues dans ce climat de rivalité géopolitique de l'époque, donc entre, les États-Unis et l'URSS, c'était perçu comme antipatriotique. Je te l'ai dit, c'est: «Suivez-moi, sinon si vous me suivez pas, vous êtes, des méchants, des mauvais et tout ce que tu veux». La dernière période en 2020 là, c'est ce qu'on a entendu aussi: «Il faut vous faire un pour sauver les autres». On est d'accord? Mmh. Voilà. Alors, évidemment, remettre en question Apollo, remettre en question la pensée dominante, c'était remettre en question l'Amérique elle-même. Mais quel crime très grave dans ce pays! Et la manière dont les médias, les écoles, les institutions publiques ont relayé le programme Apollo, ça fait partie intégrante de ce dont je vous ai parlé la semaine dernière, la guerre cognitive. C'est pour ça que je vous en ai parlé la semaine dernière. Il s'agit de restructurer de structurer les représentations mentales d'une population autour d'une mission collective jusqu'à ce que celle-ci devienne, ce dont je parle tout à l'heure, un mythe fondateur. Une nation se fédère autour d'un mythe. C'est l'américanité d'Apollo qui s'est construite dans les esprits comme un symbole de progrès, de supériorité morale, bah oui, morale aussi, et technique. Et c'est forcément ce qui explique un peu qu'une partie des critiques internes, comme celle du sénateur hein, dont je viens de parler, William Proxmire, ça a été perçu non seulement comme un désaccord politique, mais comme l'acte presque antipatriotique, dans ce contexte-là d'idéologie, mondiale. Alors on va maintenant aborder ce sujet que tu as commencé à évoquer tout à l'heure. On va revenir un instant sur ce que cela aurait signifié si les États-Unis avaient échoué. Ah! Si la mission lunaire avait échoué, pour certaines raisons dont tu as parlé, ou pire encore, si elle s'était soldée par un désastre, avec la perte des astronautes. Il y en a quand même qui sont morts. Mais cette mission-là, là, la dernière, les conséquences géopolitiques et psychologiques auraient été affreuses, profondes.
Imaginons ensemble la mort des astronautes, un crash retransmis devant le monde entier. Ah moi je te dis, les conséquences, elles auraient été cataclysmiques, c'est sûr. On va voir ça sur un plan, par exemple, géopolitique. En premier lieu, on va regarder ça. On a parlé un petit peu, de la raison pour laquelle la course, à l'espace était un enjeu géopolitique majeur. Parce que, cette course à l'espace entre les États-Unis et l'Union soviétique, c'était l'un des principaux fronts de la guerre froide. C'était une rivalité globale, à la fois idéologique, technologique et politique. C'était une rivalité qui avait lieu entre 2 modèles antagonistes, hein. Il était vraiment, c'était le capitalisme entre guillemets «démocratique», parce que moi je mets des guillemets, eux ils l'appellent comme ça. Donc ce capitalisme démocratique américain et le communisme soviétique. La conquête spatiale, c'était pas seulement un simple défi scientifique. Elle devenait là, pour le coup, une preuve visible de supériorité. Celui qui maîtrisait la technologie spatiale pouvait affirmer qu'il dominait l'autre système, non seulement en termes militaires, mais aussi en termes de progrès social et organisationnel. Mais derrière ça, c'est des enjeux d'argent. J'ai pas beaucoup développé ce sujet de l'argent, mais il s'agit de pouvoir et d'argent. Et le lancement par l'URSS, tu te souviens, hein, du satellite Spoutnik, waouh! Je suis pas russe du coup, je parle, moins bien russe qu'anglais. Donc le lancement du satellite Spoutnik 1 en 1957, et ben ça a été un choc symbolique et politique, mondial. Et donc il a accentué la perception d'une avance soviétique sur les États-Unis. Waouh! C'était grave. C'était l'Union soviétique aurait immédiatement, en cas de foirage total, donc si ça avait échoué, l'Union soviétique, elle aurait immédiatement exploité cet échec-là pour prouver donc la supériorité du système communiste, donc du communisme sur le capitalisme. Et ça aurait été un coup symbolique dévastateur dans ce contexte de guerre froide, bien évidemment. Parce que l'espace, ça a été la scène d'un théâtre de guerre idéologique majeur. Dans dans les 2 blocs, donc États-Unis, URSS, les succès spatiaux étaient utilisés comme preuve d'efficacité des systèmes politiques. Il faut bien comprendre ça, en fait, hein. Les populations sont derrière, les entreprises, le pouvoir, l'argent, la guerre et cetera. Et donc on peut penser du coup à Spoutnik ou aux missions Apollo, comme des marqueurs. Non seulement c'est des marqueurs des exploits techniques, mais ce sont des propagandes. Ce sont des propagandes du succès d'un modèle sur l'autre. C'est tout bête, hein, quand on y pense, mais au départ, on peut se dire: «Oui, c'est une avancée scientifique, c'est» et ben non, c'est bien plus que ça, mais c'est tellement évident. Et en 1961, quand le président, John Fitzgerald Kennedy, a posé son défi national de marcher sur la Lune avant la fin de la décennie américaine, devant le Congrès, cette décision qui n'était pas seulement inspirée par ce rêve scientifique, mais par la nécessité, de reprendre l'avantage idéologique sur l'URSS, eh bien, il a fait un pas très, 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 très fort dans cette propagande. Alors en cas d'échec, le Congrès aurait été tenté, évidemment, de réduire drastiquement les financements de la NASA et ça aurait mis une fin brutale au programme Apollo et puis peut-être au reste. Et puis le président Nixon, celui dont j'ai oublié le nom tout à l'heure, qui était en poste en 69 parce que, ben, Kennedy est mort, donc après c'était Nixon, et ben, forcément, il en aurait été, aussi, très fortement affaibli. Eh oui, parce qu'il y a tout ça derrière, il y a tous ces enjeux auxquels on ne pense pas forcément. Et certains estiment même qu'il aurait pu être contraint à la démission. Alors tu imagines pour des gens qui veulent du pouvoir, démissionner, mon Dieu, c'est impossible. La crédibilité américaine sur la scène internationale aurait aussi été mise à mal.
et cet ego national aurait subi une blessure profonde. Et crois-moi, on peut en faire des choses pour protéger son ego, parce que là, derrière, il y a une question identitaire. On s'identifie à ce pays et donc on peut aller jusqu'à faire des guerres pour un ego, pour sa pensée, pour sa croyance. Alors, sur le plan diplomatique, si ça échouait, bah, les alliés des États-Unis, l'Europe de l'Ouest, le Japon, bah, ils auraient peut-être commencé à douter. Ils auraient commencé à douter de la puissance américaine, tu vois? Son hégémonie, de sa puissance, douter de son avance technologique, douter de son leadership en quelque sorte. Et ça, quand tu veux vendre des technologies, quand tu veux aller imposer certaines normes quelque part, c'est pas bon que les autres doutent. Il faut qu'ils croient que tu es le meilleur, quitte peut-être à mentir, je ne sais pas. En tout cas, il faut qu'ils le croient. Et puis, eh bah, évidemment, il y aurait eu un impact psychologique. Les Américains, parce qu'eux, ben, on les bassinait avec tout ça, hein. Ils auraient vécu, bah, cet échec comme une humiliation nationale et là, ça aurait été un traumatisme collectif, comparable d'ailleurs pour beaucoup à la crise de 1929 ou à Pearl Harbor. Parce qu'on retrouve beaucoup ça dans les films, les échecs, tu vois? Ils les vivent vraiment comme des traumatismes et alors tu on est bombardé de leurs films, sur, ce qu'ils vivent, comme, comme douleur psychique. Bah, figure-toi que tu as des chercheurs en sciences sociales, ils ont analysé Apollo et non seulement comme un programme spatial, mais comme une bulle sociale. C'est-à-dire un phénomène collectif de confiance renforcée. Cette confiance, cet enthousiasme, les attentes sociétales extrêmes, où là, dans cette bulle, tu as ce public-là et tu as la politique qui s'alimentent mutuellement dans un cercle d'enthousiasme croissant. Et comment tu veux sortir de ce truc-là? Parce que c'est important, hein. Ça correspond à une forme de guerre cognitive interne. C'est le façonnage de croyances, d'émotions et d'attentes partagées au niveau national, au point que l'objectif lui-même devient presque une construction culturelle, plus qu'une simple campagne technologique. Ça, c'est vraiment un contexte fort. Tu peux pas c'est un engrenage, en fait. C'est, tu reprends le processus, qu'on voit aussi dans les sectes ou dans toutes les religions, on te rabâche des choses. Alors dans ce contexte-là, bah, forcément, une seule chose comptait vraiment et c'est quoi? Réussir. Mais oui, c'est pas possible autrement. Bah oui, atteindre l'objectif, c'est Ah ouais. et c'est d'ailleurs juste pour pouvoir, rebondir sur, ce que je disais tout à l'heure sur, James Webb. Honnêtement, à la lumière de ce que tu viens d'expliquer, c'est juste, encore une fois, inimaginable qu'il démissionne 1 an avant. Mmh. Par Mais rapport à c'est tout cet intéressant. enjeu, par rapport à toute cette pression, par rapport à c'est juste pas possible. Ah oui, quand tu mets, tout en lien comme ça, l'engagement et cetera, avec il fallait réussir à n'importe quel prix. C'est C'est vraiment ça. ça dont il s'agit, tu vois? La réussite, c'était pas un simple objectif scientifique, hein, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'était quand même une nécessité stratégique. Tu imagines? Tu avais quand même une nation entière qui était levée, les yeux là, levés vers le ciel. Tu imagines? Reconnaître l'échec, mais ça aurait fait s'effondrer non seulement le programme scientifique, mais ce mythe qu'ils avaient construit, ce mythe culturel et politique du style: «On est quand même la plus grande nation Bah du ouais. monde, on va aller sur la lune». Et au final, le seul moyen, quand tu es pris dans cet engrenage, le seul moyen de s'en sortir sans être, ensuite poussé au suicide, à la honte à vie et cetera, c'est de démissionner parce que tu te dis: «On va pas y arriver, mais j'ai démissionné avant, ça sera plus de ma faute». Ouais, c'est vrai. Tu vois? C'est vrai, C'est c'est quoi vrai. je moi, c'est la seule explication que je vois à tout ça. Après, on connaît pas sa vie, hein, mais tu sais, tu as des gens, ils ont aussi des maladies graves, ou leur famille et C'est cetera. bon, il est mort en 92, je crois. Hop. Oui, mais tu as peut-être quelqu'un de sa famille qui avait quel moi, j'en sais rien.
Je veux dire, on pose là, nous, moi je suis en train de poser le contexte. C'est vrai que dans un contexte comme ça, c'est compliqué, de faire machine arrière, de dire: «Bon bah finalement on n'est pas prêt, on s'est un peu plantouillé». En tout cas, c'est la conclusion de tout ça, qu'est-ce qu'on peut en déduire? Si on ne veut pas aller du côté de la complosphère, on va encore rester soft, parce qu'il y a encore beaucoup de choses à voir dans le bas de cet iceberg, que l'on verra dans la deuxième partie de cette émission, parce qu'on a fait une très longue première partie. Donc si on veut rester soft et pas rentrer dans la complosphère, on va juste se dire: «Allez, je suis, président du pays, je suis responsable du projet et cetera. J'ai bien conscience que je ne peux pas me permettre la moindre petite erreur, le moindre petit échec, et donc est-ce que je me prépare pas un plan B qui deviendra peut-être mon plan A pour être sûr que tout se passe de façon maîtrisée, propret, et que, au vu du monde, on atteigne bien l'objectif, même si derrière, eh bien, on va le faire de façon malhonnête, employons le terme. On va faire preuve de duplicité, on va montrer des choses qui n'étaient pas la réalité, mais qui, au final, peut-être qu'ils y ont été, hein, peut-être, mais qui, au final, il valait mieux montrer quelque chose qui était scénarisé, construit, filmé, à l'avance, et où on était sûr de tout maîtriser, plutôt que de prendre le risque de montrer la réalité, avec, quand même l'énorme risque, hein, on l'a vu sur les 4 phases, quoi, les 4 phases de risque qu'il y avait sur cette aventure, de pas aller jusqu'au bout. Donc à cet instant-là, on a encore une fois, on est que sur la surface, hein, on n'est pas encore descendu dans les profondeurs, et à ce niveau-là, je pense qu'on peut au moins aller leur donner encore le bénéfice du doute et de se dire: «Ils ont juste imaginé un plan B au cas où», pour pas que ça soit, parce qu'ils avaient finalement une responsabilité vis-à-vis de leur nation et aussi vis-à-vis du monde. C'est comme tu l'as très bien montré, ils se plantaient, les Russes, ils allaient en profiter pour, remonter d'un niveau la suprématie, du communisme, quoi. Ça aurait, c'est le terme que j'ai employé la fois dernière, hein, ça aurait, mélangé toutes les cartes, toutes les pièces de l'échiquier. On n'aurait pas eu alors je sais pas si c'est un très bon avenir qu'ils nous ont réservé, mais en tout cas, on n'aurait pas eu cet avenir-là, ça aurait été, tout autre chose. Et justement, ça c'est un truc que je voulais rajouter. Figure-toi que les réussites d'aujourd'hui forgent, comment dire? Le pouvoir de demain. Parce qu'on voit que l'exploit affiché Apollo, ça a été utilisé pour structurer les représentations sociales et nationales autour de cet objectif collectif. Ça, on l'a vu. Mais même ça, je trouve ça génial à voir parce que même après la réussite d'Apollo, les leçons de cette compétition ont continué à influencer la politique américaine. La guerre froide, c'était pas seulement un conflit diplomatique, elle avait modelé une forme de pensée stratégique dans laquelle des domaines, comme l'espace étaient intégrés dans des considérations de puissance nationale à long terme. Encore aujourd'hui, les programmes, spatiaux contemporains, ont été forgés par ça. Ça s'ancre encore dans ces logiques. On l'a vu avec, l'émission que tu as très bien, démontrée l'autre fois. Dans l'émission, tu vois? Tu as très bien démontré qu'il y avait une question de pouvoir, de puissance, de peser sur, la sphère mondiale. Tu vois? C'est pas Oui. seulement ça parle pas seulement de 1960, de 60 à 69. Ça parle de tout ce la façon dont on voit le monde, en fait, Ouais, exactement, c'est ça, l'enjeu était mondial, l'enjeu, n'était pas juste américain, et et sur l'avenir. Et l'enjeu est sur sur l'avenir, mais bien sûr, mmh, mais tout à fait sur l'avenir. Donc c'est pour ça, il faut vraiment comprendre l'importance de
de cette situation et c'est ça qui me plaît en prenant cette hypothèse du plan B parce qu'au pire, les débunkers pourront pas débunker, vu qu'on part vraiment sur l'hypothèse. Mais la réalité, mettez-vous à la place d'un gouvernement avec tous ces enjeux-là, vous avez forcément un plan B, voire un plan C. Et ce plan B, finalement, il est peut-être devenu le plan A. Comme ça, tout était sous contrôle. En tout cas, Natacha, merci pour ce très bel exposé. Euh, donc, on est arrivé sous cette ligne de flottaison, sous la surface. Il nous reste encore pas mal de strates à découvrir pour aller dans le plus bas des profondeurs abyssales jusqu'à la fosse. Mais ça, on le verra dans la prochaine émission, parce que cette émission se fera en 2 parties. Donc ça sera à la rentrée, les amis. On restera, voilà, ça comme ça va vous laisser un petit peu cogiter, si et puis si vous n'avez pas vu l'émission de la semaine dernière, allez la voir aussi parce que vous allez vous rendre compte vraiment de tous les parallèles. Moi, je m'en suis rendu compte quand j'ai préparé l'émission la semaine dernière. J'ai halluciné d'avoir l'impression de vivre ce qu'ont vécu, nos parents dans les années 60 et et je me demande si l'enjeu finalement n'est pas le même pour les années à venir. Mmh. Bah, oui, mais l'enjeu, c'est toujours le même. C'est le poids politique, le pouvoir que l'on a, sur, la sphère, internationale. À la fois en termes d'argent évidemment, c'est une question d'argent, c'est une question de confiance, une question de pouvoir. Mmh. Suite au prochain épisode des Amimi. Natacha, je te remercie, de toute cette collaboration, sur 2025. C'est notre dernière émission de l'année. Ça a été un plaisir de pouvoir, passer, tous ces samedis soirs, en ta compagnie et en la compagnie des Amimi. Donc on se retrouve l'année prochaine. La première émission, de l'année prochaine, ça sera la suite de cette, aventure spatiale et on vous promet encore bien des surprises. Et vraiment, j'ai hâte de te poser à la fin de l'émission, Natacha, une question qui me brûle les lèvres depuis qu'on a échangé, ce jour sur cette conquête spatiale. Est-ce que tu es toujours persuadé qu'ils y ont été ou pas? Je la poserai, mais ne réponds pas là. Bisous, bonne fin d'année, bonne fête. À très bientôt. Bonne fête, à bientôt. À l'année prochaine, les amis. Ciao, ciao. We choose to go to the moon. Et la phrase complète qu'il avait dite à l'époque, hein, c'est We choose to go to the moon in this decade and do the other thing, not because they are easy, but because they are hard. J'ai un très mauvais accent anglais, mais moins pire que le tien quand même. Ah non, Natacha. pire que le mien. Ah non, 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 non. Ah non, je suis pas d'accord. Ah, ça y est, tu assumes ton accent en anglais? Oui, je suis il est pourri, mais alors le tien, il Il est pourri aussi. OK, allez, au même niveau. et devant les représentants de la nation, il a déclaré: «I believe», je vais te le faire, «that this nation should commit itself to», là je sais pas le faire, et «achieving
The goal before this decade is out of landing a man on the moon and returning him safely to the Earth. To the Earth. Pour le meilleur accent en anglais, votez 1 pour Antoine, votez 2 pour Natacha. Ah, vas-y toi. I believe that this Non, nation non, should c'est bon, commit. Allez, à toi. tu m'as taclé tout à l'heure, là, j'oserais plus parler en anglais devant toi. Ben non. Non, non. Non, mais je me suis un peu marrée.